Bonjour à tous, on est vendredi et il est 12 heures, l'heure donc du rendez-vous de Mindy. Aujourd'hui, on a choisi de vous apprendre à utiliser les extincteurs, ce que l'on utilise en cas d'incendie. Aussi, ferons-nous un tour dans le monde des accessoires, celui des chapeaux Bibi, ce sera dans mode. Et si vous avez envie d'avoir un espace vert à la maison, chez vous, quelles sont les plantes à utiliser? On en parlera ce midi. Et déjà, on se met en condition pour aménager nos jardins avec Herman Amengan. Bonjour Herman. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux une fois encore, vous le savez, de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. C'est le week-end, hein, et tu nous donnes de quoi nous occuper. Oui, j'ai de quoi vous occuper pour ce week-end, vous qui avez des jardins dans votre maison. Mais déjà, tu t'imagines bien le vendredi passé, on avait parlé chez des mariés, comment décorer déjà son espace de noces, là où on doit recevoir les invités et tout, comment faire le choix de la robe de mariée. Maintenant qu'on s'est dit oui devant le maire. Pour la vie. La vie, bien évidemment, il va falloir bien habiter quelque part. Et donc, dans notre maison, il faut bien prévoir un espace vert, des fleurs, des plantes, pour quand même avoir de vie, une sorte de vie dans la maison. Et donc, quelles sont les plantes qui sont adaptées dans ce qui sera désormais notre chez à deux quand on partagera notre vie? Ce n'est pas vous, évidemment, Mylène. Il ne faut pas créer de la confusion de la tête des téléspectateurs. Eh bien, je parle dans l'absolu. Donc, comment aménager son jardin? On en parle ce midi avec Jean-Baptiste Lamantion, il est aménagiste. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue sur le rendez-vous de midi. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, est-il indispensable de prévoir un espace vert quand on veut construire sa maison? Oui, il est indispensable de prévoir un espace vert lorsqu'on veut construire sa maison parce que l'homme a besoin de respirer. En fait, mais les plantes dans une maison donnent de l'oxygène pour la respiration. C'est l'un des facteurs ou l'un des aspects qui prouvent qu'on peut aménager une maison avec des plantes. Alors, quel est le rôle justement de ces plantes lorsqu'on les installe à l'intérieur d'une maison? Alors, à l'intérieur d'une maison, les plantes, d'abord, nous disons que l'intérieur d'une maison est plus polluant que l'extérieur d'une maison. Ah bon, oui? Pourquoi? Parce que il y a des substances chimiques qui sont mauvaises pour la santé de l'homme. Il y a des substances chimiques telles que le formol, l'ammoniac, qui ne sont pas bons, qui détruisent la santé de l'homme. Raison pour laquelle ces plantes, on devait les planter à l'intérieur d'une maison pour purifier l'air de l'intérieur de cette maison. Parce que ces substances chimiques circulent dans l'air à l'intérieur de la maison. Et ces substances chimiques proviennent des objets que nous mettons à l'intérieur de notre maison. Par exemple, une moto, les gens gardent des motos oui, au salon. Au salon. Oui. Il y a des gens qui mettent la télévision au salon. Il y a des gens... Pas des gens, tout le monde pratiquement met la télévision au salon. Au salon, oui. Voilà. Il y en a même qui mettent dans la chambre à coucher. Okay. Même dans nos douches, les savons, les parfums, les déodorants que nous utilisons dégagent des substances dans l'air qui créent des risques cancérigènes, par exemple, pour la santé. Mais quand tu as des fleurs chez toi, ça les absorbe, c'est bien ça? Oui, ces fleurs dépolluent l'air en éliminant ces substances. D'accord. Et quels sont les types de fleurs ou de plantes si vous voulez adapter dans un jardin? Je veux créer mon jardin à la maison, je fais appel à un aménagiste. Quelles sont les plantes qu'il me propose par exemple pour mettre dans mon jardin? Dans votre jardin ou à l'intérieur? Non, dans mon jardin, à la maison. Oui. Partant de cela, nous ne pouvons pas parler de ça sans définir ce qu'est la photosynthèse. Parce qu'une plante a besoin de la lumière pour sa croissance. Le soleil, en fait. Donc, la plante a besoin de l'eau, de dioxyde de carbone, de la lumière et des sels minéraux.
Maintenant, c'est le soleil qui transforme l'eau et les sels minéraux que captent les racines en sève élaborée. Et c'est ça qui donne le dioxygène, c'est-à-dire de l'air dans la maison. Donc, si vous voulez planter des arbres ou bien des plantes ornementales dans votre jardin, il faut des plantes qui supportent, qui aiment le soleil. Par exemple. Par exemple, le rosier. Ah oui, Le c'est rosier. beau en plus. Le rosier aime le soleil. Le ficus aime le soleil. Et ce sont des plantes qui, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de la maison, purifient l'air du jardin et de la maison. L'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante d'intérieur qui purifie l'air d'intérieur d'une maison. L'aloe vera supporte le soleil. C'est Ça ça supporte aussi le soleil. Et ça peut aussi rester à l'intérieur d'une maison. D'accord. Et comment entretenir justement ces plantes-là pour qu'elles ne meurent pas? Oui, pour l'entretien, il faut juste savoir comment entretenir, c'est-à-dire comment prendre soin. Et justement, vous allez nous aider à avoir quelques astuces. Demain, c'est samedi. Et pour ceux-là qui seront à la maison et qui vont vouloir déjà aménager ou entretenir ou faire un peu On va se lâcher un de peu. jardinage, pour ceux qui ont envie de faire un peu de jardinage, est-ce que vous pouvez nous aider à leur donner quelques astuces pour entretenir leurs plantes qu'ils ont à la maison? Ok. Je voudrais juste m'appesantir sur l'aspect arrosage. Parce que beaucoup ne savent pas arroser, par exemple, leurs plantes. Les plantes qui supportent, qui aiment le soleil, ont besoin de beaucoup d'eau pour leur croissance. C'est quotidiennement ou on arrose tous les jours ou Une fois par jour. une fois par jour? Une fois par jour, Et quelle c'est est la suffisant. dose je sais pas, est-ce qu'il faut ouvrir le robinet et puis bon, ça y est? Non, il ne faut pas À ouvrir. volo. Non, ce n'est pas ça. Mais en réalité, lorsque les clients viennent chez nous, ils demandent des conseils. On tient compte de l'espace ou bien du pot dans lequel l'essence voulait rester pour donner la dose d'eau qu'il faut. Alors avant de vous laisser partir, Jean-Baptiste, j'ai une question pour vous et elle est celle-ci. Pour ceux-là qui ne sont pas encore chez eux et donc qui n'ont pas prévu d'espace vert chez eux, pour ceux-là qui sont en location ou en colocation si vous voulez, comment on fait pour avoir un petit espace vert? Comment on fait? Déjà qu'il y a un adage chez nous qui dit que, Enfant? qui dit que le locataire n'a pas le droit de planter des fleurs. Oui, oui. Oui, en réalité, les locataires, ceux qui ont loué leur chambre et qui veulent installer un petit jardin, je conseillerais à cet effet d'installer des fleurs à l'intérieur de leur maison, De leur chambre. de De leur leur chambre, chambre, dans des pour- pots, c'est des bien pots, ça, des pots de fleurs. dans des pots, juste pour dépolluer l'air de cette... Mais des fleurs qui n'ont pas besoin du soleil, c'est bien Les ça. fleurs qui n'ont pas besoin Exemple, du soleil. citez-nous quelques fleurs. L'aloe vera que vous venez de citer, Oui. la langue de la belle-mère, La langue de la belle-mère. La langue de la Il y a belle-mère. la langue du beau-père. beau-père. la langue de la belle-mère. Ce sont Ok. des essences qui peuvent dépolluer l'air, c'est-à-dire purifier l'air d'une chambre en éliminant ces substances chimiques qui créent des maladies. Bon, Ça, moi, ça- j'inscris déjà la langue de la belle-mère. La langue de la belle-mère, Oui. voilà, donc il faudra aller chercher. Oui, je vais faire un tour. Donc Jean-Baptiste, merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Avec vous, on parlait donc de l'aménagement de son jardin, quelles sont les plantes adaptées et comment justement les entretenir pour que cela nous soit bénéfique. Et on retient justement que ces plantes-là jouent un rôle de dépolluant justement parce qu'elles nous permettent d'avoir de l'air frais dans notre maison. Déjà qu'on est appelé à passer toute une vie ensemble, il faudra bien qu'on soit en bonne santé pour ne pas mourir et tout. Et donc, planter des fleurs chez vous, à la maison, même si vous n'êtes pas encore chez vous, vous êtes en location, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir des fleurs à l'intérieur de chez vous. La langue de la belle-mère, par exemple, l'aloe vera, par exemple, elle joue, ou du moins ces fleurs, bien sûr, jouent un rôle assez important, bien sûr, pour l'assainissement de votre environnement, Mylène. On les adopte, à commencer par toi. Ah ouais, moi je les ai déjà adoptés. Et donc, on exhorte tout le monde à les adopter. À présent, on fait une pause, mais à Porto, à la haute cour de justice.
Alors, autant connaître la Haute Cour de justice puisqu'elle est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Plus d'explications dans cet élément. La Haute Cour de justice tire sa légitimité et sa légalité des articles 135, 136, 137 et 138 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Selon l'article 135 de cette Constitution, la Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, des 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son propre président. La Haute Cour de justice se compose de 7 juges titulaires et de 5 juges suppléants choisis conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution. Dès leur élection, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent serment devant l'Assemblée nationale. Tout membre de la Haute Cour peut être récusé s'il est parent ou allié d'un accusé jusqu'au 4e degré en ligne collatérale ou s'il a été cité ou entendu comme témoin. L'accusé ou le ministère public ne pourront citer comme témoin un membre de la Haute Cour qu'avec l'autorisation du juge d'instruction. Un membre de la Haute Cour peut être également récusé s'il a un motif d'intimité capitale entre lui et l'accusé. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. Cette disposition est précisée par l'article 2 de la loi organique de l'institution. L'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice sont définis par la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999 et par le règlement intérieur de l'institution. En matière de saisine de la Haute Cour de justice, la première étape consiste au dépôt des plaintes et des dénonciations adressées au président de l'Assemblée nationale qui décide d'engager ou non la poursuite à la majorité des 2/3 des députés. Si l'avis est favorable à ce niveau, l'instruction est menée par la chambre d'instruction de la Haute Cour de justice qui n'est rien d'autre que la chambre d'accusation de la Cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale. À la fin de l'information, cette chambre soumet son rapport au Parlement qui décide cette fois-ci s'il y a lieu d'une mise en accusation. Ce vote est également engagé à la majorité des 2/3 des députés. Dès que cette étape est bouclée, le président de l'Assemblée nationale notifie sans délai la décision de mise en accusation au procureur général près la Haute Cour de justice. C'est cette notification qui vaut saisine de la juridiction. L'actuelle présidente en exercice de la Haute Cour de justice est Marie-Cécile Dedravo Zinzindoué. C'est un élément signé Bruno Swali qui nous a privés de sa présence ce midi. J'espère que vous avez appris davantage sur cette institution et c'est d'ailleurs le but premier de cette chronique, Herman. Oui, apprendre, toujours, encore et toujours, parce qu'il y a de ces institutions de la République que nous voyons ou que nous côtoyons tous les jours sans pour autant connaître leurs attributs et attributions. Et donc cette chronique nous permet quand même d'aller découvrir les réalités de ces institutions de la République qu'on ne maîtrise pas forcément. Je suis sûr que beaucoup ne savaient pas, quand on parle de Haute Cour de justice, de quoi cela retournait, quels sont les dossiers compétents sur lesquels la Haute Cour de justice pourrait statuer. Je crois, grâce à l'élément de Bruno, on en sait davantage. On sait maintenant que le président de la République peut être jugé. Donc il est justiciable comme tout citoyen, comme vous et moi d'ailleurs. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette chronique, autant savoir, et je sais qu'on en sait toujours davantage. On a tout au moins une idée, et puis après, on va chacun de son côté fouiller davantage, Marcel. Oui, bonjour Mylène, bonjour Ah, bonjour Marcel. Bonjour Marcel. Ça va. Vous êtes entendu pour les antennes? Tu es
Si Attention, tu as appelé ça comment? Tu m'as bien regardé? Tu l'as bien regardé? Non, vous êtes toute belle dans... C'est maintenant Vous êtes que toute tu belle. parles. Vous êtes toute belle. Il ne Avec connaît nos pas le antennes. nom, on va lui apprendre davantage C'est ça. dans quelques minutes, il pourra comprendre. Ah bon? Mais dites-moi le nom. C'est Non. une manière d'exprimer ta jalousie, on te comprend aussi. Bon. Alors Machel, autant Oui. savoir la haute cour de justice, autant savoir qu'il nous apprend à chaque fois. Oui, c'est vrai, et autant savoir qu'il nous apprend à chaque fois. Et je dirais que c'est une belle opportunité quand même de savoir le cahier de charge de ces institutions-là pour ne pas faire une confusion entre ce que telle institution peut faire et ce que l'autre peut faire. Parce que parfois, vous avez des situations et vous ne savez pas avec quelle institution Vous tournez. vous tournez. Donc, je pense que c'est une belle rubrique qui nous permet, en tant que citoyen, mais également en tant que, je vais dire, population tout simplement, pour ne pas me répéter, de savoir ce que nous pouvons faire et où est-ce qu'on peut aller le faire tout simplement. Tu vois, généralement, on est là, on voit juste la liste des institutions et puis on se fait ça sert à quoi, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Oui, généralement, on ne s'intéresse pas à ceux qui... Quand on n'est pas directement touché. Voilà, quand on n'est pas directement touché, on ne s'intéresse pas forcément aux institutions de la République. On se contente juste de savoir qu'elles sont là et qu'elles ont forcément un rôle à jouer. On ne fait pas l'effort de savoir ce que telle ou telle autre institution représente pour la nation. Et donc, grâce à cette rubrique, maintenant on en sait davantage. La Haute Cour de justice, je le disais il y a peu, permet ou du moins est compétente à juger les membres du gouvernement, le président de la République y compris dans l'exercice de leurs fonctions, donc à l'occasion des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est dire que ceux-là qui nous gouvernent, il y a également une épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête. Donc tout comme nous, citoyens, nous justiciables, il y a également l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de notre tête tous les jours quand on sait qu'il y a le tribunal de première instance qui est là, qui est juste à côté, il y a la criette qui est là pour juger. Bref, on espère que Bruno va également faire la criette. On l'espère vraiment. On et espère déjà, on lui dit merci pour cet élément, pour cette belle recherche. Pour cette belle recherche, parce que ce n'est pas fameux aller chercher les attributions d'une institution de la République. Et il faut faire surtout attention à ne pas dire des contre-vérités. Et on l'attend impatiemment, Marcel. Oui, on l'attend impatiemment, on attend le retour de Bruno. Je suis sûre qu'il est allé se ressourcer, faire des recherches et autres. Pour nous permettre de mieux connaître C'est notre Bruno, pays. après tout. Bien sûr. On fait coucou à Bruno, donc coucou Bruno. Voilà, salut Bruno et salut à tout le monde. Et toujours dans la dynamique de l'apprentissage, on va apprendre encore plus dans Eureka ce midi. Marcel nous dévoile le mécanisme d'identification d'un milieu infecté. On le suit. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici, vous me voyez dans un laboratoire de biologie où on a la possibilité de déterminer un milieu infecté. Ceci se fait à travers différentes techniques. Je vous invite à suivre donc le processus. Ce drone a une mission dans le processus. Transporter le coton pour prélever l'air de ce milieu. Nous sommes à IRGIB Africa, cet institut devenu université depuis 2015.
On a fini son travail. Le prélèvement est fait. Direction laboratoire. La biologiste désignée pour intervenir restera seule, enfermée ici, jusqu'à la fin de l'opération, qui peut prendre des heures et des heures. Donc la détection est finie, on va faire la lecture ici et c'est la fin. Bon voilà madame, nous sommes au bout du processus. Oui, le processus a été long, mais au bout de ce processus, on peut affirmer, dire tel prélèvement reçu ou bien tel milieu est soit infecté ou pas, et le type de microbes qu'il a infecté et la quantité de microbes contenus dans ce qu'on aura reçu comme prélèvement ou bien le milieu dans lequel on va se présenter pour faire pour exercer ces différentes techniques. La détection est donc bien faite, mais le résultat reste ici. On sait maintenant comment ça se passe, on en a une idée. Vous ne pouvez quand même pas le faire chez vous, tout seul. Il faut faire appel à un spécialiste. Herman, tu fais appel à un spécialiste. Ton chien est peut-être infecté, invasion de rats, on ne sait jamais. Je peux vous rassurer, mon chien n'est pas infecté. Marcel, il y a ni rat, il y a ni rat, il y a ni cafard. Tu m'as confié il y a à peine 3 jours que tu as des cafards, des non. Et que si je pouvais avoir des astuces pour t'aider. Non. Bon, je pense déjà que tes astuces, il pourra les utiliser parce que cette technique, c'est pas pour les invasions de rats ni de cafards. Donc, tu te rapproches d'elle après. Je peux vous rassurer. C'est pas grave. Je peux vous rassurer et je rassure l'opinion. Que t'as rien chez toi. Que il n'y a ni rat, ni cafard, ni bestiole indélicate qui rôdent autour de chez moi. On a compris. Il n'y a pas un écosystème en gestation chez moi. On laisse tomber, on va régler ça en coulisses. Parce que tu sais, généralement en coulisses, Herman, il est Herman. Non. Mais ici, il est Rodrigue. Il a l'impression je crois que c'est important de mettre l'accent sur... Et là, il prend son air sérieux. C'est important de mettre l'accent sur ce genre de choses parce que vous avez vu par exemple des drones qui sont au service de la désinfection ou de l'identification d'un milieu infecté. On a vu avec Rebecca hier comment des drones vont servir des patients, prendre leur température, des robots plutôt, prendre les températures, faire les premiers soins à des patients atteints du coronavirus. Et ça, on s'est dit, bon, c'est l'Occident, ouais, ils ont des milliers, on est à des lumières
à des années-lumière de l'Occident. Mais chez nous, on est heureux de savoir que les chercheurs cherchent et trouvent, développent des mécanismes qui permettent d'identifier déjà un milieu infecté grâce à l'utilisation des drones. C'est important de mettre en lumière le travail de ces chercheurs-là qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui, grâce au peu de moyens qu'ils ont, essaient de mettre en place des astuces qui nous permettent de faciliter, on va dire, notre résistance. Et moi, je tire un coup de chapeau à tous ces chercheurs-là, à tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre, toutes ces startups aujourd'hui qui sont en train de chercher, de développer, de mettre en place des mécanismes pour nous permettre d'avoir, on va dire, un environnement sain, pour nous permettre d'avoir une vie épanouie. Et moi, aujourd'hui, c'est mon coup de cœur, tous ces chercheurs-là qui travaillent d'arrache-pied. Et là, ne vole pas la vedette à Rebecca, c'est innovation, c'est Rebecca, c'est pour Rebecca ça. Donc, attention, tu la connais. Il ne faut pas l'arrêter, donc moi, j'attendais juste la chute pour dire que je suis quand même heureuse aussi de voir les résultats de ces recherches qui peuvent nous servir, surtout à ces temps où nous avons cette pandémie, le coronavirus. Peut-être ça peut même aider à détecter des zones infectées, pourquoi pas. Ce n'est pas peut-être, ça aide. Ça aide, donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour toute la population béninoise, pour le monde entier, tout simplement. Et avec toi, ce midi, on change de look. Aujourd'hui, elle a décidé d'ajouter une touche à ma tenue en y accrochant un chapeau Une Bibi. antenne parabolique. S'il te plaît. Oh là là. S'il te plaît, non, ça c'est quand on vit avec les rats et les cafards, on est infecté. On réfléchit plus bien, exactement, on est infecté. Donc, en y ajoutant un chapeau Bibi, c'est tout de suite dans mode. Bonjour Marcel. Bonjour. Dis-moi tout ce que tu veux dire. Vas-y. Belle. Merci. C'est ce que tu voulais entendre. C'est ce que je voulais. Bonjour. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être à nouveau avec nous. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci et bonjour à vous aussi. Bonjour, merci. Alors, chers amis téléspectateurs, une fois encore, bonjour. Je dis la rubrique mode aujourd'hui pour ces valises dans l'univers des chapeaux Bibi. Voilà, autrefois porté par les femmes riches. Ce chapeau ou cet accessoire de mode refait surface aujourd'hui dans les magasins, dans les vitrines et sur plusieurs formes avec différents styles. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte des chapeaux Bibi et j'ai sur ce plateau Madame Mikomba Terry. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci de revenir encore parce que vous étiez déjà là la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle des chapeaux Bibi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces chapeaux-là? Déjà, les chapeaux Bibi ont apparu pour la première fois au 19e siècle. Et c'était les femmes nobles qui mettaient ce genre de chapeau pour ajouter de la classe à leur tenue. Voilà. Et il revient de nos jours, et surtout dans le monde anglophone. Si vous êtes invité au Royaume-Uni par la reine d'Angleterre à une cérémonie noble, vous ne pouvez pas être une femme et y participer sans avoir sur votre tête un chapeau Bibi. Chapeau Bibi. Donc, on peut dire que c'était la marque de ces femmes d'une certaine classe. Voilà. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et quelles sont les différentes formes de chapeau Bibi que nous pouvons avoir? Les chapeaux Bibi se représentent sous plusieurs formes. Il y en a de grands, de petits, de moyens, sous forme utilisés avec des fleurs, avec des plumes également, posés sur la tête avec soit des serre-têtes, des épingles. Voilà. Je pense qu'on va regarder ce compil d'images que nous avons réalisé pour montrer un peu les différents types de chapeaux Bibi que nous avons.
Et voilà, Mylène. J'ai vu mon chapeau dans le vélo. D'accord. Voilà, ce sont les différentes formes de chapeau bibi. Bon, quelques formes, je veux dire, il doit en avoir encore qu'on n'a pas eu. Beaucoup. Mais est-ce qu'on peut, avec ces chapeaux qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut parler un peu justement de la particularité de chaque chapeau, de la spécificité? D'accord. Déjà, le chapeau bibi se met de nombreuses façons. Oui. Disons, commençons par ceux à base de fleurs. Avec des fleurs, c'est petit. Oui, sûrement qu'avec la réalisation, nous aurons, voilà ça. Ouais. Voilà. Avec des fleurs, les personnes à cheveux courts peuvent en mettre parce que la plupart des gens se posent des questions. Je n'ai pas de tissage, je n'ai pas de perruque. Oui. Je viens de faire un big shop, je suis nappy. Et est-ce que je peux mettre un chapeau bibi? Oui, parce qu'il y en a qui se mettent avec des serre-têtes à base de fleurs ou à base de plumes. Ça passe également pour les gens qui ont des cheveux courts. C'est ce que nous avons à l'écran là, non? C'est passé? Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Okay, quelqu'un avec des cheveux courts. De vraies plumes ou artificielles? Non, de vraies plumes. De vraies plumes. De vraies fleurs aussi? Oui, on peut utiliser de vraies fleurs, mais des fleurs artificielles, c'est beaucoup plus beau. D'accord, sinon parce que les vont fleurs. Voilà. Elles vont faner, oui, les fleurs artificielles. Et il y a également des fleurs qu'on peut fabriquer avec des tissus. Oui. Et aussi, par exemple, si vous avez une tenue, par exemple, votre très belle tenue que vous avez portée. Merci. Vous auriez pu faire un chapeau bibi avec le même tissu de votre tenue. Okay. Voilà, faire une fleur avec et le mettre sur votre chapeau bibi. Donc, ça assortit votre tenue au chapeau du bibi. Donc, c'est comme si le chapeau bibi fait partie intégrale de votre style vestimentaire. Alors, on a parlé du chapeau bibi à base de fleurs de plumes. Une autre forme de chapeau bibi? Il y a également des chapeaux bibi à base de plusieurs matières, comme la crinoline ou bien le cinnamé. Comme ce que notre chère dame a porté. Voilà. Elle a les deux matières sur elle. Elle aime tellement ça. T'imagines, j'ai deux matières sur moi. Elle a deux matières sur elle. Voilà. Non, mais il y a des perles en plus. Il y a des perles en plus, voilà. Tu as 3 matières. Voilà. Et ceci, ça peut être porté lors d'un mariage, d'un cocktail. Mais est-ce que je vois je sais même pas, la mannequin? Non, parce qu'elle est très belle avec, naturellement. Oh là là, merci à vous. D'accord. Voilà. Donc, plusieurs formes sont disponibles. Même les enfants peuvent mettre des chapeaux bibi sous forme de barrette avec juste une petite fleur ou bien un petit ruban, tout simplement. Donc, et ce type de chapeau-là avec voile? Voilà, exactement. Il y a également des types, merci de me rappeler, avec des voiles. Ça peut se mettre souvent également au mariage. Une dame peut aller à la mairie avec un chapeau bibi blanc avec un voile. C'est très beau. À la mairie, on aime bien être à l'aise. Voilà. C'est à l'église qu'on peut amener une longue traîne, un long voile. Mais à la mairie, on peut avoir un chapeau bibi avec le voile. C'est très élégant. Ça fait simple et ça fait très simple et chic. Est-ce que vous avez porté là, c'est quel type de chapeau bibi? Le mien, il est tout simple, mais je peux également le mettre lors d'une cérémonie, naturellement, parce que il y a du doré et du blanc. Voilà. D'accord. Alors, comment porter justement le chapeau bibi? Le chapeau bibi se porte de plusieurs manières. D'accord. Il peut être porté du côté droit comme du côté gauche. Personnellement, est-ce qu'il y a une différence quand on le met du côté droit ou du côté gauche? Pas du tout. C'est en fonction de ce que vous préférez. Personnellement, je n'arrive pas à mettre mon chapeau bibi du côté gauche. Je ne suis pas à l'aise avec. Mais du côté droit, c'est très confortable pour moi. Et de préférence, le pousser vers le visage. C'est très beau. D'accord. Là, c'est du côté gauche, c'est bien ça? Oui, c'est du côté gauche. Voilà. Et c'est très joli. C'est touché. J'ai fini par le dire, c'est très joli. Alors, dites-nous, avec quel autre accessoire peut-on marier les chapeaux bibi? Bon, en soi, il n'a pas besoin forcément d'être en harmonie avec quoi que ce soit. Déjà, si le chapeau bibi a l'une des couleurs de votre tenue, ou bien la couleur de votre tenue, ça suffit largement. Maintenant, lors des cérémonies, vous pouvez porter le chapeau bibi assorti avec votre chaussure, ou bien avec votre sac. Voilà. Ou des couleurs passe-partout, le noir. Oui, le noir, par exemple, avec n'importe quelle couleur. Une tenue en panne, une tenue formelle. Je voulais justement aborder la question parce que le chapeau bibi là, on l'a mis. Mylène a porté son chapeau sur une tenue presque locale, traditionnelle. Également, il y a du tissu. Mais est-ce qu'on peut mettre le chapeau bibi sur des tenues typiquement modernes? Oui, ça passe. Avec des tailleurs et surtout avec les robes. Avec les robes, c'est très joli. Et sur des costumes aussi? Oui, ça se peut.
Costume avec jupe, oui, c'est mieux. Avec mieux. pantalon, ça non. ne va pas ressortir la beauté du chapeau bibi. D'accord. Alors, vu l'élégance du chapeau bibi, c'est pas la beauté qu'elle revêt et tout ça, où est-ce qu'on peut y aller avec ce chapeau bibi? À part les mariages, bien sûr. À part les mariages, on peut aller... Parce qu'automatiquement, déjà, à ces cérémonies, on retrouve toujours des chapeaux bibi. Et ça. plus encore à l'église. Voilà. On a tendance même à coller ça à une... Exactement. Oui. On peut également porter un chapeau bibi lorsqu'on veut aller à un dîner, qu'on soit en journée, bien en soirée, à des fêtes aussi. Bon, les fêtes là, on danse pas trop, hein, parce que si on risque fait de tomber. très mouvementé, voilà. En boîte de nuit, on peut apporter un chapeau bibi parce qu'il va s'envoler. Quoi encore, à part des cérémonies, à des dîners de gala, il peut être à toute cérémonie. Ça dépendra juste du style. Si on va par exemple, à une fête d'anniversaire, on peut porter un chapeau de bibi sous forme de fleurs, tout petit, à la droite ou bien à la gauche du visage. Voilà. Alors, généralement, les femmes, quand elles s'habillent, elles aiment toujours être assorties avec leur conjoint, leur mari. Il en existe pour hommes. Une femme qui met son chapeau bibi, que doit mettre l'homme alors? Malheureusement, nous n'avons pas encore de chapeau bibi pour hommes. J'en ai pas encore vu. C'est que les hommes peuvent mettre des chapeaux ordinaires, mais ça ne sera pas forcément assorti au chapeau bibi. Mais si la dame a la couleur que le monsieur a, ça fait déjà qu'ils sont assortis. Donc, pas besoin nécessairement d'avoir un accessoire identique. Non. Alors, la tendance, elle est revenue. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de dames qui mettent leur chapeau bibi. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a réveillé, ou bien qui a ramené cette tendance-là? Donc, vous savez, la mode, quand elle part, elle revient au galop. Voilà, donc, je suis sûre que certaines personnes s'inspirent des anciennes modes pour essayer de réactualiser cela. Donc, c'est juste un réveil. Ils ont vu les anciennes photos, que les chapeaux bibi étaient élégants. Pourquoi pas le remettre à nos jours avec une certaine touche de modernité, voilà. L'éternel retour, c'est d'ailleurs ça la mode, ça part, voilà, ça revient avec peut-être des touches. Oui, des touches d'amélioration, naturellement. De toutes les façons, moi j'aime bien mon chapeau bibi. Mélène également a aimé son chapeau bibi. Ouais, c'est d'ailleurs les détails qui font de jolies combinaisons. Oui, exactement. Ouais. Et peut-être on va l'adopter prochainement. Je vais y réfléchir. D'accord. Quand Mélène commence par dire ça, c'est qu'elle a déjà adopté cela. Merci beaucoup à vous, Madame Mikoma Terry. Je rappelle que vous êtes styliste et conseillère en images. Avec vous, nous avons parlé des chapeaux bibi. Chères dames, vous avez déjà toutes les explications sur comment porter vos chapeaux bibi. À vous donc aller, comme on le dit tout simplement. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites-vous joli surtout. Oui. Mettez assez de couleurs et mettez plein à la vue aux hommes. Sérieusement. Alors, Madame Terry, déjà merci. Merci à vous. Et vous savez utiliser des extincteurs, un extincteur, vous avez déjà essayé? Vous savez comment l'utiliser? Non. Je vois les extincteurs, je sais à quoi ils servent, mais comment les utiliser, non, pas encore. Vous en avez au boulot ou à la maison? Oui, au boulot, mais pas jamais essayé. Marcel, toi, oui? Oui, j'ai essayé une fois. Une seule fois. Et tu sais comment le faire? Non, ça c'était un guide d'apprentissage. Ah, donc si tu as appris, c'est que tu maîtrises un peu. Tu as tout au moins une idée, c'est pas comme, vous savez comme que Madame Terry, c'est quand vous répétez l'exercice. Mais je ne sais pas si je pourrais réussir encore, mais je sais qu'on l'utilise et qu'il y a des choses à appuyer et tout ça et tout ça. Alors vous restez avec nous. On suit ensemble Rebecca avec ses sapeurs-pompiers anneaux calepins. C'est donc j'ai testé pour vous. On l'a tous vu déjà une fois dans notre vie, soit en petit format ou en grand format. Il s'agit des extincteurs. Alors, comment l'utiliser face à un incendie? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir l'utiliser? Et surtout, quels sont les types d'extincteurs qu'il faut avoir chez soi pour pouvoir faire face à un incendie? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Aujourd'hui, on est avec les sapeurs-pompiers pour vous dire tout. Alors là, tout sur l'extincteur. Chef Bankole, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien. Alors aujourd'hui, on est avec vous pour connaître un peu plus l'extincteur. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle d'extincteur? Bon, quand on parle d'extincteur, on parle d'un appareil qui contient un produit qu'on appelle l'agent extincteur. On l'utilise pour éteindre un début d'incendie. L'extincteur est utilisé sur un début d'incendie, mais pas sur un incendie. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a différents types d'extincteurs? Oui, il y a différents types d'extincteurs. L'extincteur est identifié par rapport
aux produits que ça contient. Il y a des extincteurs qui contiennent de l'eau, qu'on appelle extincteurs à eau, des extincteurs qui contiennent du CO2, qu'on appelle extincteurs au dioxyde de carbone. Il y a des extincteurs qui contiennent de poudre, qu'on appelle extincteurs à poudre. Maintenant, par rapport à l'utilisation, il y a aussi une petite nuance là. Il y a des extincteurs à pression osciliaire et des extincteurs à pression permanente. Les extincteurs à pression osciliaire sont des extincteurs avant l'utilisation. Il faut quelque chose qu'on appelle percuter. Il faut percuter l'extincteur avant d'utiliser. Mais à pression permanente, on l'utilise tranquillement sans problème. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, on a préparé tout un bois pour faire le feu, pour pouvoir montrer la pratique aux téléspectateurs. Est-ce qu'on peut y aller déjà? Oui, on peut y aller. D'accord. Ok. Normalement, l'extincteur devait être accroché quelque part. Donc, comme on découvre un sinistre, un début d'incendie ou bien un feu ou quelque chose là, celui qui a découvert le feu doit alarmer d'abord. Alarmer, il doit avertir ceux qui sont là. Donc il doit commencer par crier au feu, au feu, au feu, au feu. Donc il doit alarmer d'abord. Donc quand je vois, ce n'est pas que je vais rester les bras croisés. Je vais courir vers l'extincteur, mais en courant, je serai en train de crier au feu, au feu, au feu, jusqu'à ce que je vais prendre mon extincteur. Donc quand je prends, comme c'est déjà accroché, je décroche, je pose l'extincteur par terre, là où je l'ai pris. Je dépose par terre là, je commence certaines opérations. Je garde le coup de l'extincteur bien posé avec une main. Oui, l'autre main avec un doigt. Vous allez retirer la copie de sécurité. Tirez, très bien. Maintenant, vous allez prendre le tuyau. D'accord? Oui, que vous allez garder. Maintenant, vous allez percuter. Soit j'envoie vers le bas ou soit vers le haut. Vous avez entendu quelque chose? Oui, ça dit. Maintenant, vous allez tester. Vous allez appuyer la gâchette. Le diviseur tourne vers le sol. Vous voyez, ça va sortir. Oui, c'est bon. Maintenant, vous allez vous approcher du feu. Voilà la direction du bas. Oui, de ce côté. Et vous allez commencer. Oui. Et vous allez vous rapprocher chaque fois du foyer. Chaque fois du foyer, jusqu'à ce que vous allez faire. C'est bon, le feu est éteint. Maintenant, pour partir, je ne dois pas faire d'eau au feu. Parce qu'il peut y avoir encore de réinflammation. Donc pour partir, je dois toujours avoir un œil sur le feu et je vais retirer. Vous allez retirer. Quand je découvre un début d'incendie ou bien un sinistre, n'importe quoi, hein, même quelque chose là, sur mon lieu de travail, à la maison, il faut toujours alarmer, crier au feu, au feu, au feu et avertir. Il y a le 118, il y a le 166, le 21, 30, 30, 11 et le 21, 30, 22, 22. Le feu, à la naissance, pour devenir un incendie, c'est de 3 à 5 minutes. Donc c'est pourquoi il faut bien gérer le début des incendies, pour ne pas venir à l'essence. Là, on vient de voir le cas d'un incendie avec les bois et autres, mais dans le cas où je suis dans ma chambre, la cuisine, qui prend feu avec le gaz, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, les gens sont mal informés. Vous allez voir les gens qui construisent leur cuisine et dans la cuisine même, ils exposent plusieurs bouteilles de gaz. C'est très grave. C'est très grave. Normalement, dans la cuisine même, il ne doit pas y avoir de bouteilles de gaz. Les bouteilles de gaz devaient rester à l'extérieur. Et avec des tuyauteries, on va alimenter le foyer par cette tuyauterie-là. En cas de qu'est-ce qu'il y a, vous allez derrière fermer les bouteilles de gaz. Et déjà, le feu est éteint, le feu de gaz est éteint. Ce qui va rester seulement, c'est le combustible qui brûle là que vous allez éteindre. Alors, merci, chef Bankole, vous l'aviez entendu. Il faut toujours alarmer. Quand vous avez un début d'incendie, il faut toujours alarmer avant d'aller chercher votre extincteur pour pouvoir éteindre ce début d'incendie. Et juste à la fin, il faut maintenant qu'un spécialiste, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, viennent constater l'effectivité du feu éteint. Donc, mesdames, messieurs, c'était pour vous donner toutes ces astuces-là qu'on a fait cet exercice aujourd'hui. À bientôt. Belle expérience, belle leçon. Merci à toi, Rebecca. On le voit généralement, mais on ne sait pas comment l'utiliser. On n'a jamais
eu le courage de toucher à ça. Hermone, tu as déjà essayé les extincteurs, tu sais. Pas déjà, jamais avec Hermone. Hermone, tu sais ce que c'est déjà un extincteur? C'est la moindre des choses. Un extincteur, c'est cet objet généralement installé dans les bâtiments pour nous permettre de le décrocher en cas d'incendie, pour ne serait-ce que secourir, on va dire, le milieu incendié en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Parce que c'est toujours important de faire appel aux sapeurs-pompiers quand il y a un incendie. Et donc, c'est très important. Deuxième question, tu as essayé? J'ai encore jamais essayé, fort heureusement, parce que ce que je disais, la première fois, une chose qu'elle n'a pas essayé, c'est nouveau ça. Mais il faut rappeler aussi qu'on retrouve ça dans les véhicules, c'est très recommandé par le centre de sécurité routière. Le centre national de sécurité routière, oui. Et c'est important qu'on sache l'utiliser, parce que on ne sait pas à quel moment un incendie peut déclencher. Donc, lorsque vous avez un extincteur à côté et que vous ne savez pas l'utiliser, c'est qu'il y aura du feu quelque part, l'extincteur sera à côté et vous serez complètement étranger à son usage. Et donc, c'est important qu'on fasse des séances, généralement, lorsque vous êtes dans une structure au personnel, faire appel à un sapeur-pompier pour qu'il puisse leur inculquer comment utiliser un extincteur, parce que c'est très important. On ne sait jamais à quel moment un incendie peut naître quelque part, un court-circuit, un truc mal positionné, un feu pas bien éteint, un truc banal peut créer un incendie à tout moment. Et donc, certains oublient même d'ailleurs très souvent d'éteindre, de fermer la bouteille de gaz. De fermer la bouteille de gaz. Ça prend et puis... Et comme ils l'ont dit dans l'élément, comme le sapeur-pompier l'a rappelé dans l'élément, ce n'est pas bien dans votre cuisine de mettre votre bouteille de gaz. Il faut toujours mettre la bouteille de gaz à l'extérieur de la cuisine, quitte à mettre en place, on va dire, une canalisation, un tuyau qui relie le gaz vers les récepteurs. Ainsi, lorsqu'il y a fuite, vous pouvez sortir pour aller éteindre le gaz au dehors plutôt que de le mettre dans la cuisine, et lorsqu'il y a incendie, c'est que c'est dangereux. C'est vrai que c'est ce qui est recommandé, mais avec ce que nous avons... Les moyens qu'on a, c'est trop limite, quoi. Le mieux, c'est d'avoir l'extincteur. Et tu sais, généralement, on se dit que c'est lourd, qu'on ne peut pas soulever. Mais si notre cher Becca a pu le prendre, c'est que c'est pas lourd. Non, ce n'est pas lourd, c'est à peine 8 kilos. Enfin, pour vous, c'est pas lourd. Non, c'est vraiment pas lourd. Non, mais c'est pas si lourd. Un peu d'exercice. Et hier, on en a parlé. Tu vois, tu donnes un peu de tonus. Juste un peu. Ce n'est pas le genre de choses à vous briser le cou. C'est bon, merci. Alors, tu essayes déjà chez toi, si tu en as, tu essayes de voir si oui, et si tu possible, peux l'utiliser. On ira l'essayer chez Hermone, puisqu'il a toujours des cafards. On va voir si on peut mettre un peu... Je n'ai pas de cafard. Je n'ai pas de cafard chez moi. Et mon chien ne saurait être, on va dire, un laboratoire où on viendra essayer. Non. Mais tu sais, c'est quand même simple. Je le dis généralement, la plupart du temps, pas la plupart du temps, souvent quand on a un peu de temps à la maison, quand tu es là et que tu ne fous rien, tu es peut-être allongé avec tes cafards à la maison, tu prends ton téléphone. D'où sort cette histoire de cafards? Tu fais simplement la liste de ce que tu aimerais découvrir, ce que tu aimerais connaître, et tu fais un tour sur YouTube et tu fais des recherches. Oui, et là, tu apprends de nouveau. Il y a toujours des tutos qui nous permettent de découvrir toujours de nouvelles choses, d'aller vers la connaissance. Et donc, quelque part, oui, c'est toujours important de découvrir ces tutoriels-là qui nous permettent d'approfondir nos connaissances dans des domaines auxquels on ne s'intéresse pas forcément. Ou simplement, on prend rendez-vous chaque vendredi pour découvrir de nouvelles choses. J'ai testé pour vous avec Rebecca. Et homologué par Hermone qui va l'utiliser chez lui avec les cafards. Et surtout, c'est important de rappeler, surtout, que lorsqu'il y a incendie, il faut déjà alarmer. Il faut toujours alarmer. Au feu, alarmer. Mais ne pas pour autant, on va dire, se laisser aller à la panique. Parce que, comme on le dit, c'est même en cas d'urgence, il faut aller doucement pour s'assurer de ne pas faire de faux pas. Parce que lorsque vous paniquez, vous aurez beau savoir utiliser un extincteur, c'est le jour-là même, vous allez comprendre que... vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment apte à l'utiliser parce que vous êtes paniqué, vous n'êtes pas dans votre peau. Et donc, toujours, c'est vrai, il faut alarmer, mais il ne faut pas paniquer, c'est très important. Il faut vraiment savoir quoi utiliser parce qu'il ne faut pas chercher à éteindre le feu et enflammer encore davantage le feu. Donc, il y a cette notion-là que nous devons avoir pour quand même arriver à gérer des situations personnelles avant de faire recours aux spécialistes. Le temps qui vient, c'est que vous-même, vous avez déjà essayé
minimiser les dégâts. dégâts. Et je pense que c'est très important. Il faut toujours être zen malgré la situation qu'on a en face de soi. Bien sûr, et surtout dans un but, je le réitère une fois encore, dans un but didactique, il faut que les structures puissent faire des séances de formation à leurs employés sur, on va dire, l'usage de l'extincteur. Parce que c'est un outil que nous côtoyons au quotidien, mais lorsque vous faites un sondage sur 100 personnes, à peine vous aurez, c'est pas 10 personnes qui savent l'utiliser. Non, je croyais qu'il voulait dire qu'ils ne savent pas l'utiliser. Non, à peine vous aurez 10 personnes qui savent l'utiliser. Donc, des séances de formation sont toujours importantes pour permettre à vos employés, sinon à vos collaborateurs, de savoir utiliser un extincteur en cas d'incendie. On a appris beaucoup aujourd'hui dans J'ai testé pour vous, comme toujours, mais aujourd'hui c'était vraiment J'ai testé pour vous. C'était vraiment J'ai testé pour vous. C'est dommage, il n'y avait pas Elle a vraiment testé pour nous. Elle a été un feu pour nous. C'est plus important. On ne mange pas tout le temps, on ne mange pas tous les jours non plus. Et Herman le sait si bien, on ne mange pas tous les jours. Vous êtes sûr qu'Herman le sait si bien? Oui, Herman il le sait. D'accord. On va manger plus tard. Alors merci à vous. Comme Emma le dit, ma grand-mère, on va manger demain, ne veut pas dire qu'on a dormi affamé. C'est ça. Merci à toi Herman. Merci tout le plaisir était pour moi. Marcel. Merci à Bruno Swali, à Rebecca Kedjanhoundé, à toute l'équipe du rendez-vous de midi. On a fini pour aujourd'hui, on a fini pour cette semaine. On se retrouve le jeudi. On aura de cesse de vous le rappeler, les gels. Les gels hydroalcooliques, se laver à l'eau, les masques et la distanciation sociale sanitaire. Les gestes barrières, simplement. Nous savons ce qu'il faut faire pour ne pas nous exposer et exposer nos proches. On se retrouve le jeudi et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.